n'hésitez pas à vous mobiliser dans un cadre, comme vous savez, vous savez le faire, donc dans ce même cadre-là, on peut le faire. Et je vais ouvrir maintenant la parole au débat, mais je vais vous demander, je pense, 5 questions maximum. Alors, je sais qu'il existe, on a déjà des questions qui ont de l'étranger, parce que la Russie en particulier suit attentivement tout ce qui se passe. Et on a une question de la part d'un organe d'information russe, mais je vous demande, si vous avez des questions, de les transmettre à Moulay, pour qu'ensuite Moulay puisse nous les lire et préciser exactement votre interlocuteur, afin que les choses soient correctement organisées, se répondre comme il le faut à voter. Je vous remercie. 2 minutes. Est-ce qu'on est prêt? Si vous avez des questions, vous pouvez les partir. Alors, de la part de M. Armen Persarkissian, responsable du Centre d'information international Armen Pro Center de Russie. Alors, question adressée à Mme Boyer. Chère Mme Boyer, permettez-moi d'abord d'exprimer mon admiration pour votre beauté. Ce n'est pas mes paroles, mais on passe également. Également la même chose. Bon, on revient à ce que je voulais le dire, si je peux me permettre, qu'on vous aime tous. Alors, vous représentez pour nous une union moderne de Jeanne d'Arc et de Marianne. Liberté, égalité, fraternité. Un symbole national et la devise de la France. Votre présentation à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pénalisant la négation des génocides et les menaces ultérieures reçues n'ont pas ébranlé votre désir de justice. Pensez-vous que, dans la mesure où la France pourrait adopter la loi, d'autres pays européens envisageraient de poursuivre ce type de procédure, c'est-à-dire la transposition de la décision cadre? Je pense que est-ce que c'est préparation de réponse? Voilà. Alors effectivement, bonsoir, Solani. Effectivement, Madame ministre de la Diaspora a touché à l'hôtel, une très bonne idée. Donc elle viendra à Marseille le 24 et 27 février, accompagnée du ministre des Affaires étrangères, M. Lacandion. Et nous avons invité tous les avocats d'origine arménienne d'Europe. Et ils seront donc à l'espace d'argent, où Valérie et Paul nous entrons, on arrivera. Et je pense que cette loi va se décliner dans tous les pays européens. Je crois que c'est très bien. Alors, je voudrais juste dire quelque chose de. C'est vrai que c'est un moment historique. Dans le moment historique, nous avons été chanceux. Après, la crise d'Afrique, quand il y a eu cette rencontre entre même brillant avocat marseillais et une femme brillante députée marseillaise qui avait la princesse arménienne, qui était ici il y a quelques mois, et on a terminé les journées de transmission de la permis de cette première bataille au Sénat, et cette rencontre a fait que Valérie a cru en ce que nous avons fait Philippe et les hommes d'éthique. Ensuite, nous avons échangé parce que il faut le dire aussi, Valérie a subi des pressions, et même des pressions de part des hauts responsables d'origine arménienne qui disaient même on ne veut pas de cette loi qui ne va pas rajouter notre action. Et elle est conditionnelle parce qu'on s'est dit moi je vais continuer. On a été chanceux une troisième fois parce que Valérie a subi des menaces, des intimidations, des choses terribles. Et moi, je lui dis aussi à Valérie qu'aujourd'hui, pour l'armement de Marseille, de Nice, et de France, de l'Europe et même du monde entier, nous sommes ces mauvais amis, nous sommes ces mauvais boucliers, et pour tout cela, un très grand merci.
Donc, nous allons passer à la seconde question. La seconde question est posée par Abel Fissia. Comment se fait-il que le rapporteur au Sénat est contre le texte qui le représente? Qui l'a choisi? Pourquoi? À qui adresse la question? À Valérie Boyer aussi. Monsieur Tessier peut-être? C'est bien cela que tu voulais exprimer avant? Oui. Excusez-moi, parce que même si je suis au premier rang, je suis resté pour un élève parce que je parlais, donc il est lancé la question, je n'avais pas fait compris, je m'en suis pas écouté. Alors, le fonctionnement des assemblées, que ce soit le Sénat ou que ce soit l'Assemblée nationale, est identique. Donc, si vous voulez, dans chacune des assemblées, il y a des commissions. Et il y a des présidents de commission. J'en suis. Je préside la commission de la défense. Ça, si on peut faisait allusion tout à l'heure. Donc, si vous voulez, le président de la commission, il y a une commission des lois, aussi bien au Sénat, bien sûr, qu'à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est le président de la majorité, vous savez, le Sénat est aujourd'hui la majorité socialiste, qui nomme donc un rapporteur. Et bien entendu, le rapporteur, il est toujours pris, toujours dans la majorité, pour la droite et les socialistes au Sénat. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est un socialiste qui est le rapporteur de ce texte. Alors, il aurait pu être favorable, d'ailleurs, ce monsieur-là. Il s'avère qu'il ne l'est pas. Alors, est-ce que c'est pour une question stratégique, politicienne nationale? Est-ce que c'est une question de conviction de sa part? Est-ce que c'est le fruit du labeur de la commission? Parce que quand il y a un rapporteur, le rapporteur vient présenter le texte devant la commission. Le rapporteur vient présenter le texte devant la commission. Et la commission vote ou non, accepte ou non. Je dois dire que je ne sais pas le résultat du vote de la commission. Moi, je pense qu'elle l'a trouvé, mais il se peut. Voilà. Donc, ils étaient contre en main, ils sont restés contre. Et donc, dans ce cas-là, le rapporteur s'en remet, en général, à la sagesse du Parlement. Il dit, voilà, moi, il rapporte contre, parce que, si vous voulez, le président, vous avez vu tout à l'heure, on peut lui préciser lorsque Valérie ne voyait pas. Il ne faut pas se tromper, son père, c'était le fils de Giscard d'Estaing, qui est aussi un député, vice-président de l'Assemblée nationale. Le vice-président dit, allez le gouvernement. Le ministre qui est là, qui représente le gouvernement, va dire avis favorable. Avis de la commission. Et là, le rapporteur va dire avis favorable. Et là, en l'occurrence, il dira, à titre personnel, je suis opposé et je m'en remets à la sagesse du Parlement. C'est probablement ce qui va dire ce qui va dans son secret, bien évidemment. Et voilà la réponse, pardon. Voilà, c'est ce qu'il faut espérer, et nous espérons de tout cœur. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que j'ai répondu à la question que je me suis posée? C'est vous, monsieur? Ah, mais c'est, monsieur, je suis complètement d'accord avec vous, on est sur un véritable paradoxe, mais c'est assez surprenant que le Parti socialiste, qui globalement s'était prononcé favorablement pour ce texte, et nous a assez fait croire pendant très longtemps qu'en fait c'était nous qui bloquions, et c'était Chirac à l'époque qui ne bloquait pas. Bon. Et on s'est aperçu ensuite que finalement le Sénat était sommaire, mais dès que le Sénat a été saisi de la plupart de la première loi sur la connaissance du génocide, on s'est aperçu qu'en gendarme, à l'arrière-garde, eh bien, il y avait un auteur qui fournissait ses arguments d'inconstitutionnalité et qui les rendait. Alors, c'est un vrai paradoxe, c'est vrai que le président de la commission aurait pu choisir un autre rapporteur, je ne comprends pas pourquoi il a choisi celui-là, je ne sais pas. Et pardon? Ah, non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et en plus, si vous voulez, pour le
président nomme le rapporteur, ou il y a des députés qui se manifestent pour rapporter. Et après, c'est le président qui décide. Ça a un nom bien connu, ça s'appelle le tambour argentin. Et de part d'abord, pas d'arrière. C'est très surprenant.